Quand Clotaire est arrivé à l'école, ce matin, nous avions été drôlement étonnés. Parce qu'il avait des lunettes sur la figure. Clotaire, c'est un beau copain, qui est le dernier de la classe. Il paraît que c'est pour ça qu'on lui a mis des lunettes. C'est le docteur, nous a expliqué Clotaire, qui a dit à mes parents que si j'étais dernier, c'était peut-être parce que je ne voyais pas bien en classe. Alors, on m'a emmené dans le magasin à lunettes. Et le monsieur des lunettes m'a regardé les yeux avec une machine qui ne fait pas mal. Il m'a fait lire des tas de lettres qui ne voulaient rien dire. Et puis, il m'a donné des lunettes. Et maintenant, bing, je ne serai plus dernier. Moi, ça m'a un peu étonné le coup des lunettes. Parce que si Clotaire ne voit pas en classe, c'est parce qu'il dort souvent. Mais peut-être que les lunettes, ça l'empêchera de dormir. Et puis, c'est vrai que le premier de la classe, c'est Agnan. Et c'est le seul qui porte des lunettes. Même que c'est pour ça qu'on ne peut pas lui taper dessus aussi souvent qu'on le voudrait. Agnan, il n'a pas été content de voir que Clotaire avait des lunettes. Agnan, qui est le chouchou de la maîtresse, a toujours peur qu'un copain soit chouchou à sa place. Et nous, on a été bien contents de penser que le premier maintenant, ce serait Clotaire, qui est un chouette copain. « T'as vu mes lunettes ?» a demandé Clotaire à Agnan. « Maintenant, je vais être le premier en tout. Et ce sera moi que la maîtresse enverra chercher les cartes qui effaceraient le tableau. Nananère. Non, monsieur, non, a dit Agnan. Le premier de toute façon, c'est moi. Et puis d'abord, tu n'as pas le droit de venir à l'école avec des lunettes. Un peu que j'ai le droit. Tiens, sans blague, a dit Clotaire. Et tu ne seras plus le seul, sale chouchou de la classe. Nananère. Moi, dit Rufus, je vais demander à mon papa d'acheter les lunettes. Et comme ça, je serai premier aussi. Ouais, a crié Geoffroy, on va tous demander à nos papas de nous acheter des lunettes. Comme ça, on sera tous premiers et on sera tous chouchous. Ouais. Alors ça a été terrible. Parce qu'Agnan s'est mis à crier, à pleurer. Et il a dit que c'était la triche, qu'on n'avait pas le droit d'être le premier, qu'il se plaindrait, que personne ne l'aimait, qu'il était très malheureux, qu'il allait se tuer. Et le bouillon est arrivé en courant. Le bouillon, c'est notre surveillant. Et un jour, je vous raconterai pourquoi on l'appelle comme ça. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» a crié le bouillon. « Agnan, qu'est-ce que vous avez à pleurer comme ça ? Regardez-moi bien dans les yeux et répondez-moi. »« Ils veulent tous mettre des lunettes !» a dit Agnan en faisant des tas de hoquets. Le bouillon a regardé Agnan et il nous a regardés tous. Il s'est frotté la bouche avec la main et il nous a dit « Regardez-moi tous dans les yeux. Je ne vais pas essayer de comprendre vos histoires. Tout ce que je peux vous dire, c'est que si je vous entends encore, je sévirai. Agnan, allez boire un verre d'eau sans respirer. Les autres, à bon entendeur. Salut. » Et il est parti avec Agnan qui continuait à faire des hoquets. J'ai demandé à Clotaire, « Tu nous les prêteras tes lunettes quand on sera interrogé ?»« Oui, pour les compositions, a dit Mexan. »« Pour les compositions ? Mais je veux en avoir besoin, dit Clotaire. Parce que si je ne suis pas le premier, papa saura que je n'avais pas mes lunettes. Et ça va faire des histoires, parce qu'il n'aime pas que je prête mes affaires. Mais pour les interrogations, on s'arrangera. C'est vraiment un chouette copain, Clotaire. Et je lui ai demandé de me prêter ses lunettes pour essayer. Et vraiment, je ne sais pas comment il va faire pour être premier, Clotaire. Parce qu'avec ses lunettes, on voit tout de travers. Et quand on se regarde les pieds, on a l'air d'être très près de la figure. Et puis, j'ai passé les lunettes à Geoffroy, qui les a prêtées à Rufus, qui les a mises à Joachim, qui les a données à Mexan, qui les a jetées à Eudes, qui nous a fait bien rigoler en faisant semblant de loucher. Et puis, Alceste a voulu les prendre. Mais là, il y a eu des histoires. « Pas toi !» a dit Clotaire. « Tu as les mains pleines de beurre à cause de tes tartines et tu vas salir mes lunettes. Et ce n'est pas la peine d'avoir des lunettes si on ne peut pas voir à travers. Et c'est un drôle de travail de les nettoyer. Et papa me privera de télévision et je suis de nouveau dernier parce qu'un imbécile a sali mes lunettes avec ses grosses mains pleines de beurre. » Et Clotaire a remis ses lunettes. Mais Alceste n'était pas content. « Tu les veux sur la figure, mes grosses mains pleines de beurre ?» il a demandé à Clotaire. « Tu ne peux pas me taper dessus, a dit Clotaire. J'ai des lunettes, l'air. Eh bien, a dit Alceste, enlève-les, tes lunettes. Non, monsieur, a dit Clotaire. Ah, les premiers de la classe, a dit Alceste. Vous êtes tous les mêmes, des lâches. Je suis un lâche, moi ? A crié Clotaire. Oui, monsieur, puisque tu portes des lunettes, a crié Alceste. Eh bien, on va voir qui est un lâche.
a crié Clotaire en enlevant ses lunettes. Ils étaient drôlement furieux tous les deux. Mais ils n'ont pas pu se battre parce que le bouillon est arrivé en courant. Quoi encore? Il a demandé. Il veut pas que je porte des lunettes, a crié Alceste. Et moi, il veut me mettre du beurre sur les miennes, a crié Clotaire. Le bouillon s'est mis les mains sur la figure et il s'est allongé les joues. Et quand il a fait ça, c'était pas le moment de rigoler. Regardez-moi bien dans les yeux, vous deux, a dit le bouillon. Je ne sais pas ce que vous avez encore inventé, mais je ne veux plus entendre parler de lunettes. Et pour demain, vous me conjuguerez le verbe « Je ne dois pas dire des absurdités pendant la récréation, ni semer le désordre, obligeant de la sorte monsieur le surveillant à intervenir, à tous les temps de l'indicatif. » Et il est allé sonner la cloche pour entrer en classe. Dans la file, Clotaire a dit que, quand Alceste aurait les mains sèches, il voudrait bien le lui prêter. Les lunettes. C'est vraiment un chouette copain, Clotaire. En classe, c'était géographie. Clotaire a fait passer les lunettes à Alceste, qui s'était bien essuyé les mains sur le veston. Alceste a mis les lunettes, et puis là, il n'a pas eu de chance, parce qu'il n'a pas vu la maîtresse qui était juste devant lui. « Cessez de faire le clown, Alceste !» a crié la maîtresse. « Et ne louchez pas. S'il vient un courant d'air, vous resterez comme ça. En attendant, sortez !» Et Alceste est sorti avec les lunettes. Il a failli se cogner dans la porte. Et la maîtresse a appelé Clotaire au tableau. Et là, bien sûr, sans les lunettes, ça n'a pas marché. Clotaire a eu 0. Fin. Le chouette bol d'air. Nous sommes invités à passer le dimanche dans la nouvelle maison de campagne de Monsieur Bougrain. Monsieur Bougrain fait le comptable dans le bureau où travaille papa. Et il paraît qu'il a un petit garçon qui a mon âge, qui est très gentil et qui s'appelle Corentin. Moi, j'aime bien. Enfin, je suis bien content. Parce que j'aime beaucoup aller à la campagne. Et papa nous a expliqué que ça faisait pas longtemps que Monsieur Bougrain avait acheté sa maison. Monsieur Bougrain avait donné tous les détails à papa par téléphone. Et papa a inscrit sur un papier. Et il paraît que c'est très facile d'y aller. C'est tout droit, on tourne à gauche au premier feu rouge, on passe sous le pont du chemin de fer et ensuite c'est encore tout droit jusqu'au carrefour, où il faut prendre à gauche et puis encore à gauche jusqu'à une grande ferme blanche et on tourne à droite par une petite route en terre et là c'est tout droit et à gauche après la station-service. On est parti, papa, maman et moi, assez tôt le matin dans la voiture. Et papa chantait. Et puis il s'est arrêté de chanter à cause de toutes les voitures qu'il y avait sur la route. On ne pouvait pas avancer. Et puis papa a raté le feu rouge où il devait tourner. Mais il a dit que ce n'était pas grave, qu'il rattraperait son chemin au carrefour suivant. Mais au carrefour suivant, il faisait des tas de travaux. Il avait mis une pancarte où c'était écrit « Détour ». Et nous nous sommes perdus. Et papa a crié après maman en lui disant qu'elle lui lisait mal les indications qu'il y avait sur le papier. Et papa a demandé son chemin à des tas de gens qui ne savaient pas. Et nous sommes arrivés chez Monsieur Bougrain presque à l'heure du dîner. Et nous avions cessé de nous disputer. Monsieur Bougrain est venu nous recevoir à la porte de son jardin. « Eh bien, a dit Monsieur Bougrain, on les voit, les citadins, incapables de se lever de bonne heure, hein ?» Alors papa lui a dit que nous nous étions perdus. Et Monsieur Bougrain a eu l'air tout étonné. « Mais comment tu fais ton compte ?» il a demandé. « C'est tout droit. » Il nous a fait entrer dans la maison. Elle est chouette, la maison de Monsieur Bougrain. Pas très grande, mais chouette. « Attendez, a dit Monsieur Bougrain. Je vais appeler ma femme. » Et il a crié. « Claire, Claire, nos amis sont là. » Et Madame Bougrain est arrivée. Elle avait des yeux tout rouges, elle toussait, elle portait un tablier plein de taches noires, et elle nous a dit « Je ne vous donne pas la main. Je suis toute noire de charbon. Depuis ce matin, je m'escrime à faire marcher cette cuisinière sans réussir. » Monsieur Bougrain s'est mis à rigoler. « Évidemment, il a dit. C'est un peu rustique. Mais c'est ça, la vie à la campagne. On ne peut pas avoir une cuisinière électrique, comme dans l'appartement. »
a demandé Madame Bougrin. Dans 20 ans, quand j'aurai fini de payer la maison, on en parlera, a dit Monsieur Bougrin. Il s'est mis à rigoler de nouveau. Madame Bougrin n'a pas rigolé. Elle est partie en disant « Je m'excuse, il faut que je m'occupe du dîner. » Je crois qu'il serait très rustique, lui aussi. « Et Corentin ?» a demandé papa. « Il n'est pas là ?»« Mais oui, il est là, » répondit Monsieur Bougrin. « Mais ce petit crétin est puni, dans sa chambre. Tu ne sais pas ce qu'il a fait, ce matin en se levant? Je te le donne en 1000. Il est monté sur un arbre pour cueillir des prunes. Tu te rends compte? Chacun de ces arbres m'a coûté une fortune. Ce n'est tout de même pas pour que le gosse s'amuse à casser les branches, non? Et puis, Monsieur Bougrin a dit que puisque j'étais là, il allait lever la punition. Parce qu'il était sûr que j'étais un petit garçon sage qui ne s'amuserait pas à saccager le jardin et le potager. Et Corentin est venu. Il a dit bonjour à maman, à papa, et on s'est donné la main. Il avait l'air assez chouette. Pas aussi chouette que les copains de l'école, bien sûr. Mais il faut dire que les copains de l'école, eux, ils sont terribles. On va jouer dans le jardin? J'ai demandé à Corentin. Mais Corentin a regardé son papa, et son papa a dit je n'aimerais mieux pas, les enfants. Et je ne voudrais pas que vous emmeniez de la boue dans la maison. Maman eut bien du mal à faire le ménage ce matin. Alors Corentin et moi, on s'est assis. Et pendant que les grands prenaient l'apéritif, nous, on a regardé une revue que j'avais lue à la maison. Et on l'a lue plusieurs fois, la revue. Parce que Madame Bougrin, qui n'a pas pris l'apéritif avec les autres, était en retard pour le déjeuner. Et Madame Bougrin était arrivée. Elle a enlevé son tablier et elle a dit « Tant pis, à table !» Madame Bougrin était toute fière pour le hors-d'œuvre. Parce qu'elle nous a expliqué que les tomates venaient de son potager. Et papa a rigolé. Il a dit qu'elles étaient venues un peu trop tôt, les tomates, parce qu'elles étaient encore toutes vertes. Monsieur Bougrin a répondu que peut-être, en effet, elles n'étaient pas encore tout à fait mûres, mais qu'elles avaient un autre goût que celles que l'on trouve sur le marché. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est les sardines. Et puis, Madame Bougrin a apporté le rôti, qui était rigolo, parce que dehors, il était tout noir, mais dedans, c'est comme s'il n'était pas cuit du tout. « Moi, je n'en veux pas, » dit Corentin. « Je n'aime pas la viande crue. » Monsieur Bougrin lui a fait les gros yeux et lui a dit de finir ses tomates en vitesse et de manger sa viande comme tout le monde, s'il ne voulait pas être puni. Ce qui n'était pas trop réussi, c'était les pommes de terre du rôti. Elles étaient un peu dures. Et après le déjeuner, on s'est assis dans le salon. Corentin a repris sa revue et Madame Bougrin a expliqué à maman qu'elle avait une bonne en ville, mais que la bonne ne voulait pas venir travailler à la campagne. Le dimanche, Monsieur Bougrin expliquait à papa combien ça lui avait coûté la maison et qu'il avait fait une affaire formidable. Moi, tout ça, ça ne m'intéressait pas. Alors j'ai demandé à Corentin si on pouvait aller jouer dehors. Et il y avait plein de soleil. Et Corentin a regardé son papa. Et Monsieur Bougrin a dit « Mais bien sûr, les enfants, ce que je vous demande, c'est de ne pas jouer sur les pelouses. Mais sur les allées, amusez-vous bien. Et soyez sages. » Corentin et moi, nous sommes sortis. Et Corentin m'a dit qu'on allait jouer à la pétanque. J'aime bien la pétanque. Et je suis terrible pour pointer. On a joué dans l'allée. Et il y avait une seule. Il en avait une seule, ouais. Et en plus, elle n'était pas très large. Mais je dois dire que Corentin, il se défend drôlement. « Fais attention, m'a dit Corentin. Si une seule boule va sur la pelouse, on ne pourrait ne pas la revoir. » Et puis, Corentin a tiré. Et bing! Sa boule a raté la mienne. Et elle est allée sur l'herbe. La fenêtre de la maison s'est ouverte tout de suite. Et Monsieur Bougrin a sorti une tête toute rouge. Et pas contente. « Corentin !» il a crié. « Je t'ai déjà dit plusieurs fois de ne faire attention.
de ne pas endommager cette pelouse. Ça fait des semaines que le jardinier y travaille. Dès que tu es à la campagne, tu deviens intenable. Allez, dans ta chambre, jusqu'à ce soir. » Corentin s'est mis à pleurer et il est parti. Alors je suis rentrée dans la maison. Mais nous ne sommes plus restés très longtemps parce que papa a dit qu'il préférait partir de bonne heure pour éviter les embouteillages. Monsieur Bougrain a dit que c'était sage, en effet, qu'ils n'allaient pas tarder à rentrer eux-mêmes dès que Madame Bougrain aurait fini de faire le ménage. Monsieur et Madame Bougrain nous ont accompagnés jusqu'à la voiture. Papa et maman leur ont dit qu'ils avaient passé une journée qu'ils n'oublieraient pas. Et juste quand papa allait démarrer, Monsieur Bougrain s'est approché de la portière pour lui parler. « Pourquoi n'achètes-tu pas une maison de campagne comme moi ?» a dit Monsieur Bougrain. « Bien sûr. Personnellement, j'aurais pu m'en passer. Mais il ne faut pas être égoïste, mon vieux. Pour la femme et le gosse, tu ne peux pas savoir le bien que ça leur fait. Cette détente et ce bol d'air tous les dimanches. » Fin. Les crayons de couleur. Ce matin, avant que je parte à l'école, le facteur a apporté un paquet pour moi. Un cadeau de mémé. Il est chouette, le facteur. Papa, qui était en train de prendre son café au lait, a dit « Aïe, 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 des catastrophes en perspective. » Et maman, ça ne lui a pas plu que papa dise ça. Et elle s'est mise à crier que chaque fois que sa maman, ma mémé, faisait quelque chose, papa trouvait à redire, et papa a dit qu'il voulait prendre son café au lait tranquille. Et maman lui a dit que, oh, bien sûr, elle était juste bonne à préparer le café au lait. Et elle a fait le ménage. Oh oui, faire le ménage, le café, oh, c'est super. Et papa a dit qu'il n'avait jamais dit ça, mais que ce n'était pas trop demandé que de vouloir un peu la paix à la maison. Lui qui travaillait durement pour que maman ait de quoi préparer le café au lait. Et pendant que papa et maman parlaient, moi j'ai ouvert le paquet. Et c'était terrible. C'était une boîte de crayons de couleur. J'étais tellement content que je me suis mis à courir, à sauter et à danser dans la salle à manger avec ma boîte. Et tous les crayons sont tombés. Ça commence bien, a dit papa. Tu ne comprends pas ton attitude, a dit maman. Et puis, d'abord, je ne vois pas quelles sont les catastrophes que peuvent provoquer ces crayons de couleur. Non, vraiment, je ne vois pas. Tu verras, a dit papa. Et il est parti à son bureau. Maman m'a dit de ramasser mes crayons de couleur, parce que j'allais être en retard pour l'école. Alors moi, je me suis dépêchée de remettre des crayons dans la boîte. Et j'ai demandé à maman si je pouvais les emmener à l'école. Maman m'a dit que oui. Et elle m'a dit de faire attention et de ne pas avoir d'histoire avec mes crayons de couleur. J'ai promis. J'ai mis la boîte dans mon cartable et je suis partie. Je ne le comprends pas, maman et papa. Chaque fois que je reçois un cadeau, ils sont sûrs que je vais faire des bêtises. Je suis arrivée à l'école, juste quand la cloche sonnait pour entrer en classe. Moi, j'étais tout fière avec ma boîte de crayons de couleur. Et j'étais impatient de la montrer aux copains. C'est vrai, à l'école, c'est toujours Geoffroy qui apporte des choses que lui achète son papa, qui est très riche. Et là, j'étais bien content de lui montrer à Geoffroy qu'il n'était pas le seul à amener des choses et des chouettes cadeaux. C'est vrai quoi, à la fin, sans blague. En classe, la maîtresse a appelé Clotaire au tableau. Et pendant qu'elle l'interrogeait, j'ai montré ma boîte à Alceste, qui est assis à côté de moi. « C'est rien chouette, m'a dit Alceste. C'est ma mémé qui les a envoyés, j'ai expliqué. « Qu'est-ce que c'est ?» a demandé Joachim. Et Alceste a passé la boîte à Joachim, qui l'a passée à Mexan, qui l'a passée à Eudes, qui l'a passée à Rufus, qui l'a passée à Geoffroy, qui a fait une drôle de tête. Mais
Comme ils étaient tous là à ouvrir la boîte et à sortir les crayons pour les regarder et pour les essayer, moi j'ai eu peur que la maîtresse les voie et se mette à confisquer les crayons. Alors je me suis mis à faire des gestes à Geoffroy pour qu'il me rende la boîte. Et la maîtresse a crié « Nicolas, qu'est-ce que vous avez à remuer et à faire le pitre ?» Elle m'a fait drôlement peur, la maîtresse. Et je me suis mis à pleurer. Et je lui ai expliqué que j'avais une boîte de crayons de couleur que m'avait envoyée ma mémé et que je voulais que les autres me la rendent. La maîtresse m'a regardé avec des gros yeux et elle a fait un soupir. Et elle a dit « Bien, que celui qui a la boîte de Nicolas la lui rende. » Geoffroy s'est levé et il m'a rendu la boîte. Et moi j'ai regardé dedans. Il manquait des tas de crayons. « Qu'est-ce qu'il y a encore ?» demande la maîtresse. « Il manque des crayons, je lui ai expliqué. »« Que celui qui a les crayons de Nicolas le lui rende, » a dit la maîtresse. Alors tous les copains se sont levés pour venir m'apporter des crayons. La maîtresse s'est mise à taper sur son bureau avec sa règle. Et elle nous a donné des punitions à tous. Nous devons conjuguer le verbe « Je ne dois pas prendre de prétexte de crayons de couleur pour interrompre les cours et semer le désordre dans la classe. » Le seul qui n'a pas été puni, à part Agnan, qui est le chouchou de la maîtresse et qui était absent parce qu'il avait les oreillons, c'est Clotaire, qui était interrogé au tableau. Lui, il a été privé de récré, comme d'habitude, chaque fois qu'il est interrogé. Quand la récré a sonné, j'ai emmené ma boîte de crayons de couleur avec moi, pour pouvoir en parler avec les copains, sans risquer d'avoir des punitions. Mais dans la cour, quand j'ai ouvert la boîte, j'ai vu qu'il manquait le crayon jaune. « Il me manque le jaune !» j'ai crié. « Qu'on me rende le jaune !»« Tu commences à nous embêter avec tes crayons !» a dit Geoffroy. « À cause de toi, on a été punis. » Alors là, je me suis mis drôlement en colère. « Si vous n'avez pas fait les guignols, il ne serait rien arrivé, j'ai dit. Ce qu'il y a, c'est que vous êtes tous des jaloux. Et puis, si je ne retrouve pas le voleur, je me plaindrai. C'est Eudes qui a le jaune, a crié Rufus. Et tout rouge. Et, vous avez entendu les gars, j'ai fait une blague. J'ai dit qu'Eudes avait volé le jaune parce qu'il était tout rouge. Et tous se sont mis à rigoler. Et moi aussi, parce qu'elle était bonne celle-là. Et je la raconterai à papa. Le seul qui n'a pas rigolé, c'était Eudes. Il est allé vers Rufus et il a donné un coup de poing sur le nez. « Alors, c'est qui le voleur ?» a demandé Eudes. Et il a donné un coup de poing sur le nez de Geoffroy. « Mais je n'ai rien dit, moi !» a crié Geoffroy, qui n'aime pas recevoir des coups de poing sur le nez. Surtout quand c'est Eudes qui les donne. Moi, ça m'a fait rigoler le coup de Geoffroy qui recevait un coup de poing sur le nez alors qu'il ne s'y attendait pas et qu'il n'avait rien dit. Et Geoffroy a couru vers moi. Il m'a donné une claque, en traître. Et ma boîte de crayons de couleur est tombée. Et nous nous sommes battus. Le bouillon, c'est notre surveillant. Il est arrivé en courant. Il nous a séparés et il nous a traités de bande de petits sauvages. Et il a dit qu'il ne voulait même pas savoir de quoi il s'agissait et il nous a donné 100 lignes à chacun. Moi, j'ai rien à voir là-dedans, a dit Alceste. J'étais en train de manger ma tartine. Moi non plus, a dit Joachim. J'étais en train de demander à Alceste de m'en donner un bout. Tu peux toujours courir, a dit Alceste. Alors Joachim a donné une baffe à Alceste et le bouillon leur a donné 200 lignes à chacun. Quand je suis revenu à la maison pour déjeuner, j'étais pas content du tout. Ma boîte de crayons de couleur était démolie, il y avait des crayons cassés et il me manquait toujours le jaune. Je me suis mis à pleurer dans la... Suite de l'autre face. Et Mexan a ouvert la bouche et il a regardé Geoffroy. « Qu'est-ce que tu en sais ?» a demandé Mexan. « Je le sais parce que j'ai la même boîte de magie à la maison » a répondu Geoffroy. « Et c'est mon papa qui me l'a donnée quand j'étais 12e en orthographe. »« Alors, il y a un truc ?» a demandé Rufus. « Non monsieur, il n'y a pas de truc » a crié Mexan. « Ce qu'il y a, c'est que Geoffroy est un sale menteur. »« Parfaitement qu'il est creux. »« Tondé » a dit Geoffroy. « Et répète que je suis un sale menteur. Tu auras une baffe. » Mais ils ne se sont pas battus, parce que la maman de Mexan est entrée dans le salon. Et elle nous a regardés. Elle est restée un moment, puis elle est partie en faisant un soupir. Et en emportant un vase qui était sur la cheminée.
Mais le coup du dé creux, ça m'a intéressé. Alors je me suis approché de la table pour voir. Non, a crié Mexan. Non, retourne à ta place. Nicolas, tu n'as pas le droit de voir de près. Et pourquoi, je vous prie? J'ai demandé. Parce qu'il y a un truc, c'est sûr, a dit Rufus. Ben oui, a dit Geoffroy, le dé est creux. Alors, quand tu le mets sur la table, le dé qui est dedans, si tu continues à crier Mexan, tu retournes chez toi. Et la maman de Mexan est entrée dans le salon. Et elle est ressortie avec une petite statue qui était sur le piano. Alors, Mexan a laissé le dé et il a pris une espèce de petite casserole. Cette casserole est vide, a dit Mexan en nous la montrant. Et il a regardé Geoffroy. Geoffroy était occupé à expliquer le coup de dé creux à Clotaire, qui n'avait pas compris. Je sais, a dit Joachim, la casserole est vide, et tu vas en faire sortir un pigeon tout blanc. S'il arrive, a dit Rufus, c'est qu'il y a un truc. Un pigeon, a dit Mexan. Mais non, d'où est-ce que tu veux que je sorte un pigeon, imbécile? J'ai vu à la télé un magicien qui sortait des tas de pigeons de partout. Imbécile toi-même, a répondu Joachim. D'abord, a dit Mexan, même si je le voulais, je n'aurais pas le droit de sortir un pigeon de la casserole. Ma maman ne veut pas que j'aie des animaux à la maison. La fois où j'ai amené une souris, ça a fait des histoires. Et qui est un imbécile, je vous prie? C'est dommage, a dit Alceste. C'est chouette les pigeons. C'est pas gros, mais c'est pas avec des petits pois, mais c'est terrible. Et en plus, le mieux, c'est qu'on dirait du poulet. C'est toi l'imbécile, a dit Joachim à Mexan. Voilà qui est l'imbécile. Et la maman de Mexan est encore rentrée. Moi, je me demande si elle n'écoutait pas derrière la porte. Et elle nous a dit d'être sages et de faire attention à la lampe qui était dans le coin. Quand elle est partie, elle avait l'air drôlement inquiète, la maman de Mexan. La casserole, a demandé Clotaire. C'est comme le dé, elle est creuse. Pas toute la casserole, a dit Geoffroy, seulement dans le fond. En fait, c'est un truc. Quoi, a dit Rufus. Alors Mexan s'est fâché. Il nous a dit que nous étions pas des copains. Et il a fermé sa boîte de magie et il nous a dit qu'on ferait plus, qu'il ferait plus de tours et que... Enfin, il avait du mal à parler en fait. Parce qu'il était tellement fâché que... Enfin bon. Et il a fini par se calmer et il nous a dit qu'il ferait plus de tours et qu'ils avaient qu'à rentrer chez eux. Et il s'est mis à bouder. Et plus personne n'a rien dit. Alors la maman de Mexan est entrée en courant. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» elle a crié. « Je ne vous entends plus !»« C'est eux, a dit Mexan. Ils ne me laissent pas faire des tours. »« Écoutez les enfants, a dit la maman de Mexan. Je veux bien que vous vous amusiez, mais s'il faut que vous soyez sages. Parce que si vous n'êtes pas sage, eh bien vous allez rentrer chez vous. Maintenant, je dois sortir faire une course. Je compte sur vous pour être de grands garçons très raisonnables. Et non seulement, faites attention à la pendule qui est sur la commode. » Et la maman de Mexan nous a regardé encore un coup. Et elle est partie en bougeant la tête comme pour faire non avec les yeux vers le plafond. « Bon, a dit Mexan, vous voyez cette boule blanche? Eh bien, je vais la faire disparaître. » « C'est un truc, a demandé Rufus. « Ouais, a dit Geoffroy. Il va la cacher et la mettre dans sa poche. »« Non, monsieur, a crié Mexan. Non, monsieur, je vais la faire disparaître parfaitement. »« Mais non, a dit Geoffroy. Tu la feras pas disparaître puisque je te dis que tu vas la mettre dans ta poche. »« Alors, il va la faire disparaître, oui ou non, sa boule blanche ?» a demandé Eudes. Parfaitement que je pourrais la faire disparaître, la boule, a dit Mexan, si je voulais, mais je ne veux pas, parce que vous n'êtes pas des copains, et voilà tout. Et maman a raison de dire que vous êtes des tas de vandales. Ah, qu'est-ce que je disais, a crié Geoffroy. Pour faire disparaître la boule, il faudrait être un vrai magicien, et pas un minable. Alors Mexan s'est fâché, et il a couru vers Geoffroy pour lui donner une claque. Et Geoffroy, ça ne lui a pas plu. Alors il a jeté la boîte de magie par terre, et il s'est mis très en colère. Et avec Mexan, ils ont commencé à se donner des tas de baffes et des coups de poing. Alors, on rigolait bien. Et puis, la maman de Mexan est entrée dans le salon. Elle n'avait pas l'air du tout contente. « Touchez-vous, tout de suite !» elle nous a dit, la maman de Mexan. Alors, nous sommes partis. Et moi, j'étais assez déçue, même si on a passé une chouette après-midi, parce que j'aurais bien aimé voir Mexan faire ses tours de magie. « Bah, dit Clotaire, moi je crois que Rufus a raison. Mexan n'est pas comme un vrai magicien à la télé. Lui, ce n'est que des trucs. » Et le lendemain, à l'école, Mexan était encore fâché après nous. Parce qu'il paraît que, en fait, quand il a ramassé sa boîte de magie, il a vu que la boule blanche avait disparu.
Fin. La pluie. Moi, j'aime bien la pluie quand elle est très forte. Parce qu'alors, je ne vais pas à l'école et je reste à la maison. Et je joue au train électrique. Mais aujourd'hui, il ne pleuvait pas assez et j'ai dû aller en classe. Mais vous savez, avec la pluie, on rigole quand même. On s'amuse à lever la tête et à ouvrir la bouche pour avaler des gouttes d'eau. On marche dans les flaques et on donne des grands coups de pied pour éclabousser les copains. On s'amuse à passer sous les gouttières. Et ça fait froid comme tout quand l'eau vous rentre dans le col de la chemise. Parce que, bien sûr, ça ne vaut pas de passer sous les gouttières avec l'imperméable boutonné jusqu'au cou. Ce qui est embêtant, c'est que pour la récré, on ne nous laisse pas descendre dans la cour pour qu'on ne se mouille pas. En classe, la lumière était allumée et ça faisait drôle. Et une chose que j'aime bien, c'est de regarder sous les fenêtres les gouttes d'eau qui font la course pour arriver jusqu'en bas. On dirait des rivières. Et puis la cloche a sonné et la maîtresse nous a dit « Bon, c'est la récréation. Vous pouvez parler entre vous, mais soyez sages. » Alors, on a tous commencé à parler à la fois. Et ça faisait un drôle de bruit. Il fallait crier fort pour se faire écouter et la maîtresse a fait un soupir. Elle s'est levée et elle est sortie dans le couloir en laissant la porte ouverte. Et elle s'est mise à parler avec les autres maîtresses, qui ne sont pas aussi chouettes que la nôtre. Et pour ça, c'est qu'on n'essaie pas trop de la faire déranger. « Allez, a dit Eudes, on joue à la balle au chasseur. »« T'es pas un peu fou, a dit Rufus. Ça va pas, ça va faire des histoires avec la maîtresse. Et puis, c'est sûr, ça va casser une vitre. »« Ben, a dit Joachim, on n'a qu'à ouvrir les fenêtres. » Ça, c'était une drôlement bonne idée. Et nous sommes tous allés ouvrir les fenêtres, sauf Agnan qui repassait sa leçon d'histoire en lisant tout haut. Les mains sur les oreilles, il est fou, Agnan. Et puis, on a ouvert la fenêtre. C'était chouette, parce que le vent soufflait vers la classe et on s'est amusé à recevoir l'eau sur la figure. Et puis, on a entendu un grand cri. C'était la maîtresse qui venait d'entrer. « Mais vous êtes fous !» elle a crié, la maîtresse. « Voulez-vous fermer ces fenêtres tout de suite ?»« C'est à cause de la balle au chasseur, mademoiselle, a expliqué Joachim. Alors, la maîtresse nous a dit qu'il n'était pas question que nous jouions à la balle au chasseur. Et elle nous fait fermer les fenêtres et elle nous a dit de nous asseoir tous. Mais ce qui était embêtant, c'est que les bancs qui étaient tout près des fenêtres étaient tout mouillés. Et l'eau, c'est chouette de la recevoir sur la figure, mais c'est embêtant de s'asseoir dedans. Et la maîtresse a levé les bras. Elle a dit que nous étions insupportables. Et elle a dit qu'on s'arrangerait pour nous caser sur les bancs secs. Alors, ça a fait un peu de bruit. Parce que chacun cherchait à s'asseoir. Il y avait des bancs où il y avait 5 copains au lieu de 2. Et à plus de 3 copains, on est très serrés sur les bancs. Moi j'étais avec Rufus, Clotaire et Eudes. Et puis la maîtresse a frappé sa règle contre son bureau. Elle a crié « Silence !» Plus personne n'a rien dit. Sauf Agnan qui n'avait pas entendu ce qui continuait à repasser sa leçon d'histoire. Il faut dire qu'il était tout seul sur son banc. Parce que personne n'a envie de s'asseoir à côté de ce sale chouchou. Sauf pendant les compositions, bien sûr. Et puis Agnan a levé la tête, il a vu la maîtresse et il s'est arrêté de parler. « Bien, a dit la maîtresse. Je ne veux plus vous entendre. À la moindre incartade, je sévirai. Compris ? Maintenant, répartissez-vous un peu mieux sur les bancs. Et en silence. » Alors on s'est tous levés et sans rien dire, nous avons changé de place. Ce n'était pas le moment de faire les guignols. Et on avait drôlement fâché. La maîtresse. Je me suis assis avec Geoffroy, Mexan, Clotaire et Alceste. On n'était pas très bien, parce qu'Alceste prend une place terrible. Il met des miettes partout avec ses tartines. La maîtresse nous a regardé un bon coup, et elle a fait un gros soupir. Et elle est sortie de nouveau parler aux autres maîtresses. Et puis Geoffroy s'est levé. Il est allé vers le tableau noir, et avec la craie,
Il a dessiné un bonhomme amusant comme tout, même si lui, il manquait le nez. Et il a crié « Mexan est un imbécile !» Ça a tous fait rigoler, sauf Agnan qui s'était remis à son histoire. Mexan, qui s'est levé et qui est allé vers Geoffroy pour lui donner une claque. « Geoffroy ! Bien sûr, c'est défendu !» Mais on était à peine tous debout, alors en train de crier que la maîtresse est entrée en courant. Et elle était toute rouge, avec des gros yeux. Je ne l'avais pas vue du tout aussi fâchée depuis au moins une semaine. Et puis, quand elle a vu le tableau noir, ça a été pire que tout. « Qui a fait ça ?» a demandé la maîtresse. « C'est Geoffroy » a répondu Agnan. « Espèce de sale cafard » a crié Geoffroy. « Tu vas avoir une baffe, tu sais. »« Ouais » a crié Mexan. « Vas-y Geoffroy !» Alors ça a été terrible. La maîtresse s'est mise drôlement en colère et elle a tapé avec sa règle des tas de fois sur son bureau. Agnan s'est mis à crier et à pleurer. Il a dit que personne ne l'aimait, que c'était injuste, qu'il allait se tuer, que le monde profitait de lui et qu'il allait mourir et se plaindre à ses parents. Et tout le monde était debout et tout le monde criait. On rigolait bien. « Assis !» a crié la maîtresse. « Pour la dernière fois, assis ! Je ne veux plus vous entendre. Assis !» Alors, on s'est assis. J'étais avec Rufus, Mexan et Joachim, et le directeur est entré dans la classe. « Debout !» a dit la maîtresse. « Assis !» a dit le directeur. Et puis il nous a regardés, il a demandé à la maîtresse. « Que se passe-t-il ici ? On entend crier vos élèves dans toute l'école. C'est insupportable. Et puis, pourquoi se sont-ils assis à 4 ou 5 par banc, alors qu'il y a des bancs vides ? Que chacun retourne à sa place. » On s'est tous levés, mais la maîtresse a expliqué au directeur le coup des bancs mouillés. Le directeur a eu l'air étonné. Il a dit que bon, qu'on revienne aux places où on venait de quitter. Alors, je me suis assis avec Alceste, Rufus, Clotaire, Joachim et Eudes. On était drôlement serrés. Et puis le directeur a montré le tableau noir du doigt et il a demandé « Qui a fait ça ? Allons vite !» Et Agnan n'a pas le temps de parler parce que Geoffroy s'est levé en pleurant et en disant que ce n'était pas de sa faute. Trop tard pour les regrets et les punardicheries là. « Mon petit ami, » a dit le directeur, « vous êtes sur une mauvaise pente, celle qui conduit au bagne. Mais moi, je vais vous faire perdre l'habitude d'utiliser un vocabulaire grossier et d'insulter vos condisciples. Vous allez me copier 500 fois ce que vous avez écrit sur le tableau. Compris ? Quant à vous, autres, eh bien, que la pluie ait cessé, vous descendrez dans la cour de récréation. Aujourd'hui, ça vous apprendra un peu le respect et la discipline. Vous resterez en classe sous la surveillance de votre maîtresse au lieu de sortir. » Et quand le directeur est parti, on s'est rassis avec Geoffroy et Mexan à un autre banc. Et on s'est dit que la maîtresse était vraiment chouette. Et qu'elle nous aimait bien, nous, qui pourtant la faisons quelquefois enrager. C'était elle qui avait l'air la plus embêtée de nous tous. Quand elle a su qu'on n'avait pas le droit de descendre en récré. Fin. Les docteurs. Quand je suis entrée dans la cour de l'école, ce matin, Geoffroy est venu avec moi, l'air tout embêté. Il m'a dit qu'il avait entendu les grands dire que les docteurs allaient venir pour nous faire des radios. Et puis, les autres copains sont arrivés. « C'est des blagues » a dit Rufus. « Les grands racontent toujours des blagues. »« Qu'est-ce qui est des blagues » a demandé Joachim. « Que le docteur vont venir ce matin pour nous faire des vaccinations » a répondu Rufus. « Tu crois que c'est pas vrai » a dit Joachim drôlement inquiet. « Qu'est-ce qui n'est pas vrai » a demandé Mexan. « Que les docteurs vont venir nous faire des opérations » a répondu Joachim. « Mais je ne veux pas, moi » a crié Mexan. « Qu'est-ce que tu ne veux pas » a demandé Eudes. « Je ne veux pas qu'on m'enlève l'appendicite » a répondu Mexan. « Et c'est quoi l'appendicite » a demandé Clotaire. « C'est ce qu'on m'a enlevé quand j'étais petit » a répondu Alceste. « Alors, vos docteurs, moi, eh ben, ils me feront bien rigoler. » Et il a rigolé. Et puis, le bouillon, c'est notre surveillant, a sonné la cloche et on s'est mis en rang. On était tous très embêtés, parce que, sauf Alceste qui rigolait et Agnan qui n'avait rien entendu parce qu'il repassait ses leçons.
Quand nous sommes entrés en classe, la maîtresse nous a dit « Mes enfants, ce matin, des docteurs vont venir pour... » Et elle n'a pas pu continuer parce que Agnan s'est levé d'un coup. « Des docteurs !» a crié Agnan. « Je ne veux pas aller chez le docteur, je n'irai pas chez les docteurs, je me plaindrai, et puis je vais me tuer, et puis je peux pas aller chez les docteurs parce que je suis malade, et puis je suis pas malade, et... » Il était tellement fou que la maîtresse a tapé avec sa règle sur son bureau pendant qu'Agnan pleurait. Et elle a continué. « Oh, mais il n'y a vraiment pas de raison de s'alarmer, ni d'agir comme des bébés. Les docteurs vont tout simplement vous passer à la radio. Ça ne fait pas mal du tout, et... » Mais a dit Alceste, on m'a dit qu'il venait nous enlever les appendicites. Les appendicites, moi je veux bien, moi, mais les radios, ça ne marche pas. Les appendicites a crié Agnan. Il s'est roulé par terre. La maîtresse s'est fâchée et elle a tapé encore avec sa règle sur son bureau. Et elle a dit à Agnan de se tenir tranquille s'il ne voulait pas qu'elle lui mette un 0 en géographie. C'était l'heure de la géographie. Et elle a dit que le premier qui parlait encore, elle le ferait renvoyer de l'école. Alors plus personne n'a rien dit, sauf la maîtresse bien sûr. Bien, elle a dit. La radio, c'est tout simplement une photo pour voir si vos poumons sont en bon état. D'ailleurs, vous êtes déjà sûrement passé à la radio. Et vous savez ce que c'est. Donc, inutile de faire des histoires. Ça ne servira à rien. Mais mademoiselle, a commencé Clotaire, mes poumons. Laissez vos poumons tranquilles et venez plutôt au tableau nous dire ce que vous savez au sujet des affluents de la Loire, a dit la maîtresse. Clotaire avait fini d'être interrogé et il était à peine allé au piquet que le bouillon est entré. « C'est au tour de votre classe, mademoiselle, a dit le bouillon. « Parfait, a dit la maîtresse. Debout, en silence et en rang. »« Même les punis ?» a demandé Clotaire. Mais la maîtresse n'a pas pu lui répondre. Parce qu'Agnan s'est remis à pleurer et à crier, et qu'il n'irait pas, et que si on l'avait prévenu, il aurait emmené une excuse de ses parents, et il emmènerait une demain, et il se tiendrait demain à son banc, et il donnait des coups de pied partout. Alors la maîtresse a fait un soupir, et elle s'est approchée de lui. « Écoute, Agnan, » elle lui a dit la maîtresse, « je t'assure qu'il n'y aura pas de quoi avoir peur. Les docteurs ne te toucheront même pas. Et puis tu verras, c'est amusant. Les docteurs sont venus dans un grand camion. Et on entre dans le camion en montant dans un petit escalier. Et dans le camion, c'est plus joli que tout ce que tu as vu. Et puis tiens, si tu es sage, je te promets de t'interroger en arithmétique. »« Sur les fractions ?» a demandé Agnan. La maîtresse lui a répondu que oui. Alors, Agnan a lâché son banc et il s'est mis en rang avec nous en tremblant drôlement et en faisant « ouh, ouh, ouh » tout bas et tout le temps. Quand nous sommes descendus dans la cour, Clotaire m'a demandé « C'est vrai, moi je me souviens qu'on est passé à la radio. Tu te souviens, il y a des messieurs qui sont venus avec monsieur Kiki et monsieur je sais plus comment il s'appelle. Mais bon, et après le soir à 8h, il n'y a rien qui est passé, tu te souviens ? Mais oui, mais là c'est pas pareil. Ah, bon d'accord. Et ça fait mal ? Leur a demandé Geoffroy. Terrible, a répondu un grand. Ça brûle, et ça pique, et ça griffe. Et en plus, ils y vont avec des tas de couteaux. Et il y aura du sang partout. Et tous les grands sont partis en rigolant. Et Agnan s'est roulé par terre. Il a été malade. Et il a fallu que le bouillon vienne les prendre dans les bras pour l'emmener à l'infirmerie. Devant la porte de l'école, il y avait un camion blanc, grand comme tout, avec un petit escalier pour monter et l'arrière, avec un grand pour... Enfin bon, un petit escalier pour monter à l'arrière et un grand pour descendre. Sur le côté, en avant, très chouette. Le directeur parlait avec un docteur qui avait un tablier blanc. « Ce sont ceux-là, a dit le directeur, ce dont je vous parlais. Ne vous inquiétez pas, monsieur le directeur, a dit le docteur. Nous sommes habitués. Avec nous, ils marcheront droit. Tout va se passer dans le calme et dans le silence. » Et puis, ils ont entendu des cris terribles. C'était le bouillon qui arrivait en traînant Agnan par le bras. « Je crois, dit le bouillon, que vous devriez commencer par celui-ci. Il est un peu nerveux. » Alors un des docteurs a pris Agnan dans ses bras. Et Agnan lui donnait des tas de coups de pied en disant qu'on le lâche et qu'on avait promis que le docteur ne le toucherait pas et que tout le monde mentait et qu'il allait se plaindre à la police. Et puis le docteur est entré dans le camion avec Agnan. On a encore entendu des cris et puis une grosse voix qui a dit « Cesse de bouger !
Si tu continues à gigoter, je t'emmène à l'hôpital. Et puis, il y a eu des ouh, 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 ouh. Et on a vu descendre Agnan par la porte de côté avec un grand sourire sur la figure. Il est rentré dans l'école en courant. Bon, a dit un des docteurs en s'assuyant la figure. Les 5 premiers, en avant, comme des petits soldats. Et comme personne n'a bougé, le docteur a montré 5 doigts. Toi, 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 toi et toi, a dit le docteur. Pourquoi nous et pas lui, a demandé Geoffroy en montrant Alceste. Ouais, nous avons dit, Rufus, Clotaire, Mexan et moi. Bah, le docteur a dit toi, 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 toi et toi, a dit Alceste. Il n'a pas dit moi. Alors c'est à toi d'y aller. Et à toi, et à toi, et à toi, et à toi. Pas à moi. Oui, eh bien, si toi t'y vas pas, ni lui, ni lui, ni lui, ni lui, ni moi, nous y allons, a répondu Geoffroy. Oh, c'est pas un peu fini, a crié le docteur. Allez, vous 5, montez, et en vitesse. Alors nous sommes montés. C'était très chouette dans le camion. Un docteur a inscrit nos noms et il nous a fait enlever nos chemises. On nous a mis l'un après l'autre derrière un morceau de verre et on nous a dit que c'était fini et qu'on pouvait remettre nos chemises. Il est chouette le camion, a dit Rufus. T'as vu la petite table, a dit Clotaire. Pour faire des voyages, ça doit être terrible, j'ai dit. Et ça marche comment, a demandé Mexan. Ne touchez à rien, a dit le docteur. Et descendez, nous sommes pressés. Allez, oust. Non, pas par derrière, par là, par là. Mais comme Geoffroy, Clotaire et Mexan étaient allés derrière pour descendre, ça a fait un drôle de désordre. Et avec les copains qui montaient, et puis le docteur qui était à la porte de derrière, a arrêté Rufus qui faisait le tour et qui voulait remonter dans le camion. Et il a demandé s'il n'était pas déjà passé à la radio. Non, a dit Alceste, c'est moi qui suis déjà passé à la radio. Tu t'appelles comment, a dit le docteur. Rufus, a dit Alceste. Ça me fera mal, a dit Rufus. Vous là-bas, ne montez pas par la porte de devant, a crié un docteur. Et les docteurs ont continué à travailler avec des tas de copains qui montaient et qui descendaient et avec Alceste qui nous expliquait un docteur que c'était pas la peine puisqu'il n'avait plus d'appendicite et puis le chauffeur du camion s'est penché et il a demandé s'il pouvait y aller. Il était drôlement en retard. Vas-y, a crié un docteur dans le camion. Ils sont tous passés, sauf un, Alceste qui doit être absent. Et le camion est parti. Et le docteur, qui discutait avec Alceste sur le trottoir, s'est retourné. Il a crié « Hé, attendez-moi, attendez-moi !» Mais ceux du camion ne l'ont pas entendu. Peut-être parce qu'on criait tous. Il était furieux, le docteur. Et pourtant, les docteurs et nous, on était quittes, puisque, en fait, il avait laissé un docteur ici. Et en plus, ils avaient emporté Geoffroy dans le camion, qui était resté. Fin. La nouvelle librairie. Il y a une nouvelle librairie qui s'est ouverte tout près de l'école. Là où il y avait la blanchisserie avant. Et à la sortie, avec les copains, on est allé voir. La vitrine de la librairie est très chouette, avec des tas de revues, des journaux, des livres, des stylos, et nous sommes entrés. Et le monsieur de la librairie, quand il nous a vus, il a fait un grand sourire et il a dit « Tiens, voici des clients. Vous venez de l'école d'à côté ? Je suis sûr que nous deviendrons bons amis. Et je m'appelle Monsieur Escarbi. Et moi Nicolas, j'ai dit. Et moi Rufus, a dit Rufus. Et moi Geoffroy, a dit Geoffroy. Vous avez la revue Problèmes socio-écologiques du monde occidental, a demandé un monsieur qui venait d'entrer. Et moi Mexan, a dit Mexan. Oui, c'est très bien, mon petit, a dit Monsieur Escarbi. Je vous sers tout de suite, monsieur. Il s'est mis à chercher dans un tas de revues et Alceste lui a demandé. Ces cahiers-là, vous les vendez à combien ? Quoi, dit Monsieur Escarbi. Cela à 50 francs, mon petit. À l'école, on nous les vend 30, a dit Alceste. Monsieur Escarbi s'est arrêté de chercher la revue du monsieur et il s'est retourné et il a dit « Comment, 30 ? Les cahiers quadrillés à 100 pages ?»« Ah non, a dit Alceste, ceux de l'école, ils sont 50. »« Ah, d'accord. Mais je peux le voir, ce cahier ? » ?»« Oui, a dit monsieur Escarbi. Mais essuie-toi les mains. Elles sont pleines de beurre à cause de tes tartines. » Alors,
Vous l'avez ou vous ne l'avez pas, ma revue Problèmes économico-sociologico du monde occidentalo a demandé le monsieur. Mais oui, monsieur, mais oui. Je la trouve tout de suite, a dit monsieur Escarbi. Je viens de m'installer et je ne suis pas encore bien organisé. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Et Alceste, qui était parti derrière le comptoir, lui a dit. Comme vous êtes occupé, je suis allé prendre moi-même le cahier où vous dites qu'il y a 100 pages. Non, mais ne touche pas! Tu vas faire tout tomber, a crié monsieur Escarbi. J'ai passé toute la nuit à ranger. Tiens, le voilà le cahier. Ne faites pas de miettes sur ton croissant. Et puis monsieur Escarbi a pris une revue et il a dit. Ah, voilà les problèmes économie, logique, sociologico, monde occidentalo. Mais ce n'est pas comme ça qu'on le prononce. Mais ce n'est pas grave. Mais comme le monsieur qui voulait acheter la revue était parti, monsieur Escarbi a poussé un gros soupir et il a remis la revue à sa place. Tiens, dit Rufus, en mettant son doigt sur une revue. Ça, c'est la revue que lit maman toutes les semaines. Parfait, a dit monsieur Escarbi. Eh bien maintenant, ta maman pourra l'acheter ici, sa revue. Ben non, a dit Rufus. Ma maman, elle n'achète jamais la revue. C'est madame Boîte à Fleurs qui habite à côté de chez nous qui donne la revue à maman après l'avoir lue. Et madame Boîte à Fleurs, elle ne l'achète pas non plus, la revue, parce qu'elle la reçoit par la poste toutes les semaines. Et monsieur Escarbi a regardé Rufus sans rien dire, et Geoffroy m'a tiré par le bras et il m'a dit « Viens voir !» Je suis allé et contre le mur, il y avait des tas et des tas d'illustrés. Terrible. On a commencé à regarder les couvertures et puis on a tourné les couvertures pour voir à l'intérieur. Mais on ne pouvait pas bien ouvrir à cause des pinces qui tenaient les revues ensemble. Et on n'a pas osé enlever les pinces parce que ça n'aurait peut-être pas plu à monsieur Escarbi. Et nous ne voulions pas le déranger. Tiens, m'a dit Geoffroy, celui-là. Eh ben, je l'ai. C'est une histoire avec des aviateurs. Vroom! Il y en a un, il est très brave. Mais chaque fois, eh ben, il y a des types, ils veulent faire des choses sur son avion pour qu'il tombe. Mais, eh ben, en fait, quand l'avion tombe, c'est pas l'aviateur qui est dedans, c'est un copain. Alors tous les autres copains croient que c'est l'aviateur et qui fait tomber l'avion pour se débarrasser de son copain. Mais c'est pas vrai en fait. Et l'aviateur, eh ben, il découvre des vrais bandits. Et tu ne l'as pas lu? Bah non, j'ai dit. Moi, j'ai lu des histoires avec des cow-boys et la mine abandonnée. Tu sais, quand ils arrivent, il y a des types masqués qui se mettent à tirer sur lui. Bang, 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 bang. Et qu'est-ce qui se passe a crié monsieur Escarbi, qui était occupé à dire à Clotaire de ne pas s'amuser avec les choses qui tournent. Là, on met les livres pour que les gens les choisissent et les achètent. Je lui explique mon histoire que j'ai lue, j'ai dit à monsieur Escarbi. Vous ne l'avez pas, a demandé Geoffroy. Quelle histoire a demandé monsieur Escarbi, qui s'est répeigné avec les doigts. C'est un cow-boy, j'ai dit. Il arrive dans une mine abandonnée et dans la mine, il y a des types qui l'attendent et... Je l'ai lu, a crié Eudes. Et les types se mettent à tirer. Bang, 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 bang. Et puis le shérif, il dit « Salut, étranger », j'ai dit. Et nous n'aimions pas les curieux ici. Oui, a dit Eudes. Alors les cow-boys, il sort son revolver et bang, 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 bang. Assez, a dit monsieur Escarbi. Moi, j'aime mieux vos histoires d'aviateurs, a dit Geoffroy. Vroom, 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 vroom. Enfin, tu me fais rigoler avec ton histoire d'aviateur, j'ai dit. À côté de mon histoire de cow-boy, il est drôlement bête ton histoire d'aviateur. Ah oui, a dit Geoffroy. Eh bien, ton histoire de cow-boy, elle est plus bête que tout, tiens. Tu veux un coup de poing sur le nez, a demandé Eudes. Les enfants, a crié monsieur Escarbi. Et puis on a entendu un drôle de bruit, et toute la chose avec les livres est tombée par terre. J'y ai presque pas touché, a crié Clotaire, qui était devenu tout rouge. Monsieur Escarbi n'avait pas l'air content du tout. Il a dit « Bon, ça suffit, ne touchez plus à rien. Vous voulez acheter quelque chose, oui ou non ?»« 99, 100, a dit Alceste. « Oui, il y a bien 100 pages dans votre cahier. C'était pas des blagues. Formidable, moi je l'achète bien. » Monsieur Escarbi a pris le cahier des mains d'Alceste et ça a été pas très facile parce que... Enfin si, ça a été facile, mais... Parce que les mains d'Alceste glissent toujours. Il a regardé le cahier et il a dit « Petit malheureux, tu as souillé toutes les pages avec tes doigts. Enfin, tant pis pour toi. C'est 50 francs. » Oui, a dit Alceste. Moi, je n'ai pas de sous. Alors, à la maison, pendant le déjeuner, je demandais à mon papa s'il veut bien m'en donner.
Mais Nico, t'es pas trop, parce que je fais le guignol hier. Et papa a dit qu'il allait me punir. Et comme il était tard, nous sommes tous partis en criant. Au revoir, monsieur Escarbi. Monsieur Scarby ne nous a pas répondu. Il était occupé à regarder le cahier qu'Alceste va peut-être lui acheter. Moi, je suis content avec la nouvelle librairie. Je suis sûr que maintenant, nous serons tous très bien reçus. Parce que, en fait, comme dit maman, il faut toujours devenir amis avec les commerçants. Comme ça, après, ils se souviennent de vous, ils vous servent bien. Fin. Alors, où est-ce que j'en étais? Ah oui. Ah voilà, c'était là. Les athlètes. Je ne sais pas si je vous ai déjà dit que dans le quartier, il y avait un terrain vague, où des fois nous allons jouer avec les copains. Il est terrible le terrain vague. En fait, il y a de l'herbe, des pierres, un vieux matelas, une auto qui n'a plus du tout de roue, mais qui est encore très chouette. Et elle nous sert d'avion, vroom, ou d'autobus, ding ding. Et il y a des boîtes aussi, quelquefois, des chats, mais avec eux, c'est difficile de rigoler, parce que quand ils nous voient arriver, ils s'en vont. On était dans le terrain vague, tous les copains, et on se demandait à quoi on allait jouer, parce qu'on s'ennuyait maintenant. Et puisque le ballon de foot d'Alceste est confisqué jusqu'à la fin du trimestre. Et si on jouait à la guerre? A demandé Rufus. C'est bien, répondit Eudes, que chaque fois qu'on veut jouer à la guerre, on se bat parce que personne ne veut faire l'ennemi. Moi j'ai une idée, a dit Clotaire. Si on faisait une réunion d'athlétisme? Et Clotaire nous a expliqué qu'il avait vu ça à la télé, que c'était très chouette et qu'il y avait des tas d'épreuves et que tout le monde faisait des tas de choses en même temps et que les meilleurs, c'était les champions qui en faisaient monter sur un escabeau et qu'on leur donnait des médailles. Et l'escabeau et les médailles, a demandé Joachim. D'où tu vas les sortir? On fera comme si, a répondu Clotaire. Ça, c'était une bonne idée. Alors on a été d'accord. Bon, a dit Clotaire, la première épreuve, ce sera le saut en hauteur. Moi, je saute pas, a dit Alceste. Il faut que tu sautes, a dit Clotaire. Tout le monde doit sauter. Non, monsieur, a dit Alceste. Je suis en train de manger, et si je saute, je vais être malade. Et si je suis malade, je pourrai plus finir mes tartines avant le dîner. Et puis je saute pas, hein. Bon, a dit Clotaire, tu tiendras la ficelle par-dessus laquelle nous devrions sauter. Parce que il nous faut une ficelle. Alors, on a cherché dans nos poches. Et on a trouvé des billes, des boutons, des timbres et un caramel. Mais pas de ficelle. Mais le caramel, on ne l'a pas gardé, parce que Alceste l'a mangé. On n'a qu'à prendre une ceinture, a dit Geoffroy. Ben non, a dit Rufus, on peut pas sauter si on n'a pas de ceinture. Parce qu'il faudra tenir son pantalon en même temps. Alceste ne saute pas, a dit Eudes. Il n'a qu'à nous prêter sa ceinture. Je n'ai pas de ceinture, a dit Alceste. Mon pantalon, il tient tout seul. J'ai cherché par terre, voir si je ne trouve pas un bout de ficelle, a dit Joachim. Médecin a dit que chercher un bout de ficelle dans le terrain vague, c'était un drôle de travail. Et qu'on ne pouvait pas passer l'après-midi à chercher un bout de ficelle et qu'on devrait faire autre chose. Eh les gars, criait Geoffroy, si on faisait un concours de celui qui marche le plus longtemps sur les mains, regardez-moi, regardez-moi. Et Geoffroy s'est mis à marcher sur les mains. Et il faisait ça très bien. Mais Clotaire a dit que s'il n'avait jamais vu des épreuves de marcher sur les mains dans les réunions de l'athlétisme, imbécile. Imbécile? Qui est un imbécile? A demandé Geoffroy en s'arrêtant de marcher sur les mains. Et Geoffroy s'est remis à l'endroit et il est allé se battre avec Clotaire. Dites les gars, a dit Rufus, si c'est pour se battre et pour faire les guignols, ce n'est pas la peine de venir dans le terrain vague. Parce que on peut très bien faire ça à l'école. Et comme il avait raison, Clotaire et Geoffroy ont cessé de se battre. Et Geoffroy a dit à Clotaire qu'il le prendrait où il voudrait, et quand il le voudrait, et comment il le voudrait. Tu ne me fais pas peur, Bill, a dit Clotaire. Au ranch, nous savons comment les traiter, les coyotes de ton espèce. Alors, a dit Alceste, on joue au cow-boy ou vous sautez? T'as déjà vu sauter sans ficelle? A demandé Mexan. Ouais,
Garçon, a dit Geoffroy, dégaine. Et Geoffroy a fait pan, pan avec son doigt comme un revolver. Et Rufus s'est attrapé le ventre avec les deux mains. Il a dit « Tu m'as eu, Tom !» Et il est tombé dans l'herbe. « Puisqu'on ne peut pas sauter, a dit Clotaire, on va faire des courses. »« Si on avait de la ficelle, a dit Maxent, on pourrait faire des courses de haies. » Clotaire a dit alors que, puisqu'on n'avait pas de ficelle, eh bien on ferait le 100 mètres. À la paillasse, jusqu'à l'auto. « Et ça fait 100 mètres, ça ?» a demandé Eudes. « Qu'est-ce que ça peut faire ?» a dit Clotaire. « Le premier qui arrive à l'auto a gagné, le 100 mètres. Et tant pis pour les autres. » Mais Maxent a dit que ce ne serait pas comme les vraies courses de 100 mètres, parce que dans les vraies courses, au bout, il y a une ficelle, et le gagnant casse la ficelle avec la poitrine. Et le Clotaire a dit à Maxent qu'il commençait à l'embêter avec sa ficelle. Et Maxent lui a répondu qu'on ne se met pas à organiser des réunions d'athlétisme quand on n'a pas de ficelle. Et Clotaire lui a répondu qu'il n'avait pas de ficelle, mais il avait une main et qu'il allait la mettre sur la figure de Maxent. Et Maxent lui a demandé « Essaie un peu !» Et Clotaire aurait réussi si Maxent ne lui avait pas donné un coup de pied d'abord. Quand ils ont fini de se battre, Clotaire était très fâché et il a dit que nous n'y connaissions rien à l'athlétisme et qu'on était tous des minables. Et puis on a vu arriver Joachim en courant, très content. « Hé les gars, regardez, j'ai trouvé un bout de fil de fer !» Alors Clotaire a dit que c'était très chouette et qu'on allait pouvoir continuer la réunion. Et que comme on avait tous un peu assez d'épreuves, de sauts et de courses, on allait jeter le marteau. Et Clotaire nous a expliqué que le marteau, en fait, c'était pas un vrai marteau, mais c'était un poids attaché à une ficelle qu'on faisait tourner très vite et qu'on lâchait. Et celui qui lançait le marteau le plus loin, c'était le champion. Et Clotaire a fait le marteau avec le bout de fil de fer et une pierre attachée au bout. « Je commence parce que c'est moi qui ai eu l'idée, a dit Clotaire. Vous allez voir ce jet. » Clotaire s'est mis à tourner sur lui-même des tas et des tas de fois avec le marteau, et puis il l'a lâché. Et on a arrêté la réunion d'athlétisme, et Clotaire disait que c'était lui le champion. Mais les autres disaient que non, puisqu'il n'avait pas jeté le marteau, et qu'on pouvait savoir s'il avait gagné. On pouvait pas savoir s'il avait gagné, quoi. Mais moi, je crois que Clotaire avait raison. Il aurait gagné de toute façon, parce que c'est un drôle de jet du terrain vague jusqu'à la vitrine de l'épicerie de Monsieur Campagny.